regardez, c'est pas tous les jours dimanche et tout de suite, l'invité de la semaine. Bonsoir Éric Lombard. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Vous êtes ministre de l'économie et des finances. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir, alors que l'on a toujours du mal à y voir clair sur la façon dont l'effort de réarmement sera financé. La France a-t-elle les moyens de ses ambitions? On essaiera aussi de comprendre ce que vous comptez faire de l'épargne des Français. Beaucoup de choses ont circulé à ces sujets. Et puis on parlera des droits de douane imposés par l'administration Trump. Est-il possible de sortir de l'escalade? Mais d'abord, Éric Lombard, la déclaration politique du jour, le Premier ministre qui a dit non à la mi-journée chez nos confrères de France Inter à un retour à 62 ans, compte tenu du contexte international, a-t-il dit. Le conclave qui réunit les partenaires sociaux pour revoir la réforme d'Elisabeth Borne, il est mort et enterré, il n'a plus d'objet, comme l'a dit il y a quelques instants Édouard Philippe. Je veux rappeler la force de ce conclave qu'on a lancé effectivement avec le Premier ministre, avec Catherine Vautrin et d'autres ministres concernés, qui consiste à confier aux partenaires sociaux la responsabilité, d'une part, de décider comment faire évoluer la réforme des retraites, qui est une réforme qui a été votée par Elisabeth Borne, et un autre élément encore plus important, nous leur avons proposé de prendre la responsabilité du pilotage des régimes. Parce que il faut pas oublier d'où on vient, et je veux pas être trop long, mais la sécurité sociale va avoir 80 ans, et à l'origine de la sécurité sociale, sur la base du Conseil national de résistance, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, les partenaires sociaux avaient la responsabilité des régimes, santé, chômage, Oui. et nous souhaitons qu'ils la reprennent. Et ce serait un mouvement absolument majeur. Et les retraites complémentaires, aujourd'hui, sont gérées par les partenaires sociaux. Et elles sont en équilibre. Mais Éric Lombard, on vous entend, et le sujet de la gouvernance est un sujet important. Maintenant, le principe du conclave est de dire on laisse en quelque sorte en autonomie les partenaires sociaux pour qu'ils puissent trouver des améliorations à la réforme Borne. Sauf que vous avez un Premier ministre qui, ce midi, dit les 62 ans demandent d'un certain nombre de partenaires sociaux ces niettes. Donc, ce conclave n'a plus de sens. Vous avez d'ailleurs les réactions de la CGT, la CFDT, qui jugent incompréhensibles, scandaleux, les propos de François Bayrou. Le Premier ministre a regardé le rapport de la Cour des comptes sur la réforme des retraites, qui constate que toute mesure d'âge a un coût important. Maintenant, il y a d'autres mesures qui peuvent compenser une mesure d'âge, la durée de cotisation, le niveau des retraites. Moi, je redis que la responsabilité des partenaires sociaux est de continuer à travailler, même si le Premier ministre a donné un avis qui, évidemment, pèse dans le sujet, mais leur responsabilité... Pardonnez-moi, c'est pas un avis, Éric Lombard. Vous avez le Premier ministre qui est, au fond, celui qui a eu l'idée de ce conclave, qui l'a mis en œuvre, qui dit les 62 ans, il n'y en aura pas. Donc ça veut dire que, de toute façon, quoi que décident les partenaires sociaux, les 62 ans, c'est niette. Moi, je dis que la décision que prendront les partenaires sociaux aura une autorité politique considérable. Donc je leur dis, continuez à travailler comme ils le font, regardez quels sont les aménagements qu'il faut pour que nos retraites soient financées à l'avenir. Et encore une fois, proposez nous aussi des façons d'avoir une gouvernance des retraites pour l'avenir. Parce que ce qui s'est passé, évidemment, à la fin, c'est le Parlement qui a le dernier mot. Le Premier ministre, d'ailleurs, l'a aussi dit quand il a lancé le sujet. Mais jusqu'ici, le Parlement a eu le dernier mot, mais il a eu aussi le premier mot. Et moi, je pense que le premier mot doit revenir aux partenaires sociaux. Et donc, je les encourage, je leur demande de continuer à travailler sur des propositions. Donc, vous leur demandez de continuer à travailler, de rester, alors même que la feuille de route qu'ils ont devant eux est désormais extrêmement restreinte, puisque vous leur dites non seulement il n'y aura pas de 62 ans, vous leur dites à horizon 2030, il faudra répondre au déficit de 10 milliards qui est effectivement indiqué dans le rapport de la Cour des comptes. Comprenez que un certain nombre se disent, mais là en fait c'est un jeu de dupes ce conclave. La feuille de route officielle, c'est la lettre que le Premier ministre leur a envoyée en disant « Je vous demande de rétablir l'équilibre des régimes de retraite d'ici à 2030 ». C'est ça la feuille de route. Après, on sait que telle ou telle mesure, et moi je ne me prononcerai sur aucune, a un coût ou un bénéfice. Encore une fois, ça a été bien documenté par la Cour des comptes. Mais vous redites bien ce soir, les 62 ans, c'est pas possible. Moi, je ne dis rien. J'ai entendu le Premier ministre. Je dis... Et vous êtes d'accord avec les lui ou pas ? Partenaires sociaux. Je dis, les 62 ans ont un coût élevé. Qui demanderait, si les partenaires sociaux souhaitaient que les 62 ans soient rétablis, que les autres critères soient modifiés de façon très forte pour être dans cette trajectoire d'équilibre. Mais je leur dis... Pardonnez-moi Éric Lombard, mais j'essaye pour ceux qui nous regardent et qui... Ce sont des sujets parfois compliqués qui nécessitent non seulement de faire de la pédagogie, mais aussi de la clarté. Est-ce que la position du gouvernement, ce soir, vous êtes ministre de l'économie et des finances, est de dire il n'y aura pas de retour à 62 ans ? La position du gouvernement, elle est exprimée par le Premier ministre. Ma position, je le redis, et je sais que c'est partagé par le Premier ministre, c'est aux partenaires sociaux de décider.
Et c'est la ligne qui a été fixée, c'est sans totem ni tabou. Pardon, Éric Lombard, mais c'est pas ce que dit François Bayrou ce midi. François Bayrou ce midi, on lui pose la question. Y a-t-il un retour à 62 ans possible? Il répond non. Eh bien, c'est très cher, c'est très coûteux sur les autres critères. Moi, je pense que les partenaires sociaux doivent continuer sur la feuille de route qui a été fixée officiellement et qui est la seule qui doit les guider. Mais vous avez, Éric Lombard, pardonnez-moi, mais les partenaires sociaux, eux, CGT veut revenir sur les 64 ans, eux, ils veulent même carrément revenir à 60 ans. Vous voyez bien que là, il y a une sorte de hiatus entre ce que demandent les syndicats et la feuille de route telle qu'elle est fixée par le Premier ministre. Je rappelle que les partenaires sociaux, ce sont les syndicats de salariés, les syndicats représentant les entreprises. Ouais. Qu'on les laisse avancer. Un mot quand même toujours sur ce conclave, pardon Éric Lombard, puisque vous avez les critiques des partenaires sociaux depuis ce midi, et puis vous avez ce que dit Édouard Philippe. Que je sache, Édouard Philippe, il appartient à ce qu'on appelle le bloc central. C'est donc un de vos alliés. Il a qualifié ce conclave de hors-sol, totalement dépassé, ça c'était dans les colonnes du Figaro vendredi, et il a dit tout à l'heure que ce conclave n'a plus d'objet. Vous êtes en désaccord avec Édouard Philippe? Il y a autour de ce conclave, ce qui est un thème un peu connoté, mais enfin c'est celui qui est resté, beaucoup de débats sur effectivement sa raison d'être. Et ce débat, il est important politiquement. Je fais partie, avec le Premier ministre, de celles et ceux qui pensent que le dialogue social, c'est absolument essentiel et que les partenaires sociaux ont une légitimité que nous souhaitons rétablir là où elle était réduite par l'histoire récente. Et donc, je maintiens, vous êtes en et c'est la avec position du gouvernement, que ce conclave, cette réunion des partenaires sociaux, elle est absolument centrale et que j'irai au-delà de ce point, si vous permettez. C'est une question de méthode. La méthode que nous souhaitons établir dans le moment très difficile qui est le nôtre, parce que la retraite, c'est un des sujets, mais enfin... Et on va parler on a beaucoup de l'effort de réarmement, évidemment. La méthode générale, c'est le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, les partenaires sociaux et les partis politiques, tous les partis politiques, pour trouver des solutions partagées. Et donc, libre à elles et eux de continuer à travailler. Oui, mais Éric Lombard, si je dois essayer de me faire ce soir l'exégète d'Édouard Philippe, ce que dit Édouard Philippe, c'est que dans un moment où vous cherchez, 30, 40, 50 milliards d'euros pour augmenter le budget de la défense à horizon 2030, est-ce que le principe même de revoir sans doute la seule réforme qui a généré des économies ces dernières années, à savoir la réforme Borne, est-ce que ce principe-là a encore du sens? C'est ce que dit Édouard Philippe quand il dit « ce conclave n'a plus d'objet, c'est hors sol, c'est dépassé ». On va parler dans la suite de cet entretien des leviers dont vous disposez pour trouver de l'argent pour financer l'augmentation des budgets militaires. Est-ce que ça a du sens de remettre sur le métier une réforme qui fait des économies dans un moment même où vous cherchez de l'argent? Mais oui, parce que le problème est encore plus large que cela. Il est encore plus large que cela, puisque si on prend 3 minutes pour regarder la situation, la France est très endettée, 3 300 milliards d'euros. Les sommes versées à nos créanciers, c'est plus que le budget de la défense. C'est considérable. Et nous devons non seulement nous désendetter, parce que la souveraineté française et européenne que nous devrons recouvrir est aussi liée à notre souveraineté financière. Pour faire ce chemin qui doit en plus faire de la place pour un effort de défense européenne et nationale, ça demande de revisiter l'ensemble de nos politiques publiques en maintenant ce à quoi les Français sont attachés, donc un régime social qui est protecteur. Et donc en faisant des économies, Éric Lombard. Mais en faisant des économies très substantielles. Et c'est l'objet de ce conclave. Puisque non seulement on était sur un pas de réduction des emplois de 40 milliards par an, mais on devra en plus faire de la place pour un effort de défense. Et donc, cette transformation profonde de l'ensemble de notre action publique, elle va se faire uniquement si on trouve un consensus, un accord avec l'ensemble des parties prenantes. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une forme de révolution. Le modèle que nous avons construit depuis 80 ans, c'est un modèle dont on voit bien qu'il atteint ses limites. Je rappelle que sur le champ très large des dépenses publiques en France, plus de la moitié de la richesse nationale, 57%, c'est des dépenses publiques. Et là-dessus, presque la moitié, c'est les dépenses sociales. Donc, il faudra trouver un moyen de soigner aussi bien en étant plus économe, et il y a des pistes qui sont nombreuses, qui sont connues. Il faudra que les régimes de retraite s'équilibrent. Il faudra que l'État soit plus efficace. Il faudra que les collectivités locales soient plus efficaces. Donc, en fait, c'est un chantier. Mais Éric Lombard, c'est intéressant ce que considérable. Et vous illustrez avec cette démonstration exactement ce que je viens de dire.
Y a-t-il du sens à revenir sur une réforme qui génère des économies dans un moment où on doit faire des économies, notamment dans la dépense sociale? Le mandat qui est donné aux partenaires sociaux, c'est de retrouver l'équilibre des régimes. La façon de le faire revient à eux et à eux seuls. Et non seulement ils ont compris, mais ils sont comme nous. Je leur ai parlé sûr qu'ils ont compris? Parce que là, quand je lis encore une fois ce que dit la CGT, la CFDT, incompréhensible, scandaleux, le fait de ne pas vouloir revenir à 62 ans. C'est une phase de négociation. Chacun affirme ses positions et j'espère vivement qu'il y aura un accord. Mais ce qui est en train de se passer sur les retraites, c'est très emblématique de la façon de faire. Et à mon avis, c'est franchement le seul chemin possible si on veut transformer notre pays pour répondre aux enjeux qui sont effectivement considérables. Et on va parler de ces enjeux considérables, Éric Lombard. Encore un mot sur cette question du conclave et des retraites. Au fond, ce conclave, il avait aussi été mis en place pour éviter la censure des socialistes. Là, vous allez avoir des socialistes qui vont dire « vous nous avez trompés » puisqu'on a un Premier ministre qui dit 62 ans, retour aux 62 ans, il n'est pas question, alors même que c'est la principale demande du Parti socialiste. Ce qui s'est passé lors de la discussion du budget, c'est une discussion qui a été riche. Il y a des sujets que le Parti socialiste, effectivement, auxquels le Parti socialiste tenait. Ça n'empêchait pas que dans le gouvernement, le Premier ministre, moi-même, Catherine Vautrin, Astrid Panosyan-Bouvet, nous y tenions aussi. Et donc, en tout cas, par rapport à mes convictions très anciennes, je travaille avec Michel Rocard, dialoguer avec les partenaires sociaux, c'est une des raisons pour lesquelles je suis rentré dans ce gouvernement. Et donc, je suis ravi que le Parti socialiste soutienne cette mesure et je souhaite qu'il continue à le faire. Mais eux veulent le retour à 62 ans, Éric Lombard. Et François Bayrou dit non. Eh bien, moi, je pense que le Parti socialiste, s'il y a un accord des partenaires sociaux, encore une fois que je souhaite, cet accord aura une force politique considérable. Et donc, logiquement, cet accord devrait être soutenu par l'Assemblée nationale, mais évidemment, à la fin, l'Assemblée nationale est souveraine. Mais donc, Éric Lombard, pardonnez-moi d'insister, mais pour bien comprendre, par rapport à ce qu'a dit le Premier ministre ce midi, vous dites c'est l'avis du Premier ministre, mais ce soir, vous ne dites pas la position du gouvernement, c'est qu'il n'y aura pas de retour à 62 ans. La position du gouvernement, c'est que le conclave doit se prononcer et cet engagement du conclave aura une force considérable. Donc, et à eux de jouer. Donc c'est une, enfin, je laisse les téléspectateurs juges, mais c'est une sorte de, je sais pas si on peut dire une correction, mais du moins une légère amodiation de ce qu'a pu dire le Premier ministre ce midi chez nos confrères de France Inter. Éric Lombard, plus généralement sur la question du réarmement, ce qui peut te interpeller, et on va essayer de rentrer dans le détail des leviers dont vous disposez pour financer cet effort. Quand on entend les membres du gouvernement, et encore ce midi François Bayrou, ils disent pas question d'augmenter les impôts, pas question de toucher au modèle social, et pas question de générer de la dette. Si vous n'augmentez pas les impôts, si vous ne touchez pas au modèle social et si vous ne voulez pas générer de dette, c'est quoi? C'est l'argent magique qui va financer cet effort de réarmement? Alors, il faut déjà regarder quel est le sujet et comment nous allons le traiter. Il y a, sur cette année, on en a parlé autour du président de la République et du Premier ministre, on travaille beaucoup sur ces questions, un effort supplémentaire, surtout si j'espère qu'il y aura un cessez-le-feu en Ukraine. Et que des forces de pays européens pourront garantir ce cessez-le-feu, ça peut rentrer, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a regardé, ça peut rentrer dans les enveloppes dont nous disposons, avec des arbitrages qu'on peut faire dans les règles qu'on peut faire à l'intérieur d'une année. Pour la suite, il faudra s'engager plus, et ça demandera de revoir, effectivement, notre modèle. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc il faudra toucher au modèle social pour faire des choix et financer l'augmentation des dépenses de défense. Nous sommes convaincus qu'on peut à la fois gérer l'hôpital de façon efficace et mettre en place une défense européenne qui nous protège. Je rappelle d'ailleurs que cet engagement pour la défense, c'est fait pour protéger les Français, c'est un effort pour la paix. Il y aura un échelon européen. On a passé beaucoup de temps avec les autres ministres des armées, les autres ministres des finances européens. Il y aura un effort européen. L'Europe va lever 150 milliards d'euros. Alors c'est de la dette nouvelle, donc on devra intégrer ça dans la trajectoire pour financer l'effort de mise en place d'une défense européenne qui doit prendre son autonomie par rapport à la défense au parapluie américain, dont on voit bien qu'il est toujours là. Moi, je pense que l'OTAN est toujours là et que les États-Unis sont toujours un allié, mais il faut qu'on se prépare au fait que ce parapluie puisse avoir des épisodes de retrait. Mais donc il y aura effectivement un versant européen, vous l'avez dit, ce plan, à la fois de l'emprunt et des facilités de dépenses permises par le fait de sortir les dépenses militaires des critères de 3%, mais sur ce qui relève du budget français. Où est-ce que vous trouvez, aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, le budget en 2025, c'est un peu plus de 50 milliards d'euros.
Sébastien Lecornu, il parle de ce qu'on appelle un poids de forme, c'est-à-dire en gros d'une sorte de budget idéal à horizon 2030 de 100 milliards d'euros. Ça veut dire doubler les dépenses de défense. Où est-ce que vous trouvez ces 50 milliards? Et même si on ne double pas, admettons que vous passiez à 90 milliards, il faut trouver 40 milliards d'euros. Où est-ce que vous coupez dans les dépenses pour trouver cet argent à partir du moment où vous ne voulez ni augmenter des impôts ni créer de la dette? Alors, je vais faire mon ministre des Finances un instant. Sébastien Lecornu a parlé d'un poids de forme de 100 milliards, mais il a dit que il était réaliste et que 70 milliards à l'horizon dont vous parlez, ce serait déjà très bien. Et c'est quelque chose qui est tout à fait gérable dans les trajectoires sur lesquelles on travaille, puisque si vous étalez ça sur quelques années, par rapport aux 40 milliards d'efforts que nous devons faire, c'est pas un changement d'ampleur, donc ça veut dire un changement d'amplitude. Vous dites aux Français ce soir, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de sacrifice à faire pour augmenter le budget des armées? Venons aux efforts à faire. Évidemment qu'il y a des efforts à faire. Il y a deux types d'efforts qu'il faudra faire. Il y a un premier type d'effort qui est en fait assez simple, c'est travailler plus, mais travailler plus pour celles et ceux qui cherchent un travail et sur lequel on doit s'engager encore plus pour qu'ils trouvent un travail. Je rappelle que le chômage a baissé de façon considérable depuis 7 ans et la politique de soutien aux entreprises qui a été menée doit être poursuivie de façon à ce que les entreprises recrutent plus de jeunes, que les seniors puissent rester plus longtemps s'ils le souhaitent et surtout qu'ils restent à leur poste. Il y avait une tradition ancienne qui heureusement ne se fait plus de sortir les personnes trop tôt. Et si le taux d'emploi, ce qu'on appelle le taux d'emploi, s'il y a plus de gens au travail, ça fait plus de cotisations, ça fait plus d'impôts et ça contribuera pour partie à l'équilibrage. Mais arrêtons-nous si vous le voulez bien sur ce point qui est important. Éric Lombard, vous dites travailler plus. Concrètement, travailler plus, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire augmenter la durée légale de travail? Est-ce que ça veut dire revenir par exemple sur des jours fériés? Très concrètement, avec les leviers qui sont les vôtres, travailler plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'on s'organise mieux. Il y a 700 000 emplois non pourvus dans l'industrie. Il faut que on puisse mettre en adéquation les jeunes qui cherchent un emploi. En plus, l'industrie, c'est des carrières magnifiques. J'étais avec le Premier ministre visiter l'usine Alstom à La Rochelle avant-hier. C'est des beaux parcours de carrière pour les jeunes. Donc, il faut absolument qu'on puisse faire rentrer ces jeunes dans les entreprises qui cherchent des emplois. L'industrie de la défense, d'ailleurs, va devoir recruter beaucoup plus. Et puis, les seniors. Il y a beaucoup de seniors qui aimeraient rester dans leur entreprise, qui ne peuvent pas parce que les politiques des entreprises sont peut-être un peu trop indifférentes aux seniors. Et ça, c'est deux leviers qui ne demandent pas de changer de notre modèle social. Pour le reste, les autres leviers pour travailler plus, je ne vais répondre sur aucun d'eux, vous en avez cité quelques-uns, parce que ça va relever du dialogue social entre les partenaires et avec les Français. Est-ce qu'ils sont prêts à telle ou telle chose pour que la durée du travail en France... Effectivement, les Français, et ça n'a rien à voir avec la paresse, c'est une question d'organisation de notre modèle, travaillent moins que les autres pays européens, et là, on a un levier qui est important. Mais donc vous dites, on ne tranchera pas sur ce plateau CEPIS, mais l'idée d'augmenter la durée légale de travail ou de revenir sur un certain nombre de jours fériés, ce sont des pistes pour... éventuellement travailler davantage et donc générer davantage de recettes pour l'État. Il y en a d'autres. Mais c'est clair que, encore une fois, nous avons quelques mois avant la loi de finances pour 2026, ou en l'occurrence le projet de loi sur la sécurité sociale, pour travailler cela avec les partenaires sociaux et voir ce qui leur convient dans cette idée de travailler plus. Et puis un deuxième élément, c'est l'efficacité de la dépense publique. On dépense 10% de la richesse nationale de plus que la moyenne européenne pour des services publics dont les Français sont moins contents qu'avant. Puisque on peut gagner en efficacité sans dégrader la qualité du service rendu. Il y a des exemples très simples. On est le pays qui consomme le plus en Europe de médicaments. Trop d'ordonnances, des médicaments, notamment beaucoup trop de psychotropes. Et ça, c'est des sujets... Pardonnez-moi, mais pour avoir reçu un certain nombre parfois de ministres de l'économie et des finances avant vous, c'est toujours on entend toujours la même chose. Oui, il faut rationaliser, supprimer des agences, il faut effectivement faire en sorte que les dépenses de santé soient davantage maîtrisées. Là, on a du mal à voir très concrètement. Je vous donne un exemple. Sébastien Lecornu, notre homologue ministre des Armées, dit, il prend l'exemple du plan vélo. Et il dit franchement, dans un moment où on s'interroge sur les dépenses pour réarmer notre outil militaire, il dit est-ce que vraiment plusieurs milliards sur le plan vélo, il dit l'État s'est décentré de son rôle principal, il faut être capable de recentrer l'État sur ses missions. Ça veut dire aussi donc qu'il faudra renoncer à certaines politiques publiques, que par exemple ce plan vélo, c'est peut-être pas l'idée du siècle quand on a besoin d'acheter des Rafales en plus, des frégates, et qu'il faut dépenser plusieurs dizaines de milliards d'euros dans notre outil militaire.
Le Premier ministre a lancé une revue des missions des ministères. Il a réuni tous les directeurs d'administration centrale avec évidemment les ministres. Et nous sommes en train de revoir les missions. Il y a sûrement des missions qui ont été mises en place dans le passé qu'on pourrait relâcher. Et quand il parle du plan vélo, il a raison ou pas? Je sais que c'est très décevant pour vous, mais on est au mois de mars et on est en train de travailler sur un horizon long. Donc, je ne veux pas mettre dans le débat public des idées qui n'auraient pas été avant concertées avec les personnes qui sont en charge. Mais ce qui a changé, c'est très simple. Nous sommes à un niveau d'endettement et à un niveau historique qui nous oblige à réussir cet effort. Vous avez vu, je ne sais pas si tous les téléspectateurs ont vu ça, mais les agences de notation qui expliquent quelle est la qualité de la note de la France, et c'est l'intérêt, le taux d'intérêt que nous versons à nos créanciers. Nous ont mis sous surveillance négative. Ça veut dire que si nous ne sommes pas convaincants, d'ailleurs c'est pas pour les agences de notation, c'est pour nos enfants. On est en train de faire payer notre modèle social en augmentant la dette que nos enfants et petits-enfants devront rembourser. Ça n'est juste plus possible. Et ce sérieux-là, franchement, il mobilise tout le monde. Et j'ajoute que la situation internationale, avec les risques qui ont été évoqués par le président de la République, et on parle de la Russie, mais il y en a d'autres. On est dans un monde qui redevient dangereux. On a tiré les bénéfices, les dividendes de la paix. On avait, après la guerre, un niveau de coût de la défense qui était de l'ordre de 5%, parfois plus, de la richesse nationale. On est descendu au-dessous de 2. En Europe, on va devoir remonter pour assurer, encore une fois, la paix en Europe. C'est ça notre objectif. Et il faudra que les Français fassent des efforts. Et la gravité du moment, on voit bien ce qui se passe en Ukraine, on voit bien ce qui se passe dans d'autres régions du monde, fait que nous sommes absolument convaincus avec le Premier ministre que cette méthode de dialogue va nous permettre de régler non seulement la question des retraites, mais la question de la santé, la question des dépenses de toute la sphère publique. Éric Lombard, vous dites dialogue, et en même temps, il y a pour le coup un élément qui a été balayé d'un revers de main, c'est la possibilité de recourir à l'outil fiscal. Je cite, c'est une blague, dit François Bayrou ce midi chez nos confrères de France Inter. Faire contribuer les Français les plus aisés pour augmenter les budgets militaires, c'est une blague. Ça s'est vu pendant la Première Guerre mondiale en France, ça s'est vu pendant la seconde. Le président Roosevelt aux États-Unis a augmenté de façon très importante l'impôt sur le revenu, mais nous, c'est une blague. Il y a une contribution sur le haut patrimoine qui avait été proposée, qui a été votée d'ailleurs, qui a été proposée par Michel Barnier. Nous proposons de réfléchir à un outil anti-optimisation qui serait une contribution des personnes qui ont des patrimoines importants. Et ça, c'est déjà prévu dans le budget. C'était prévu pour 1 an avec un outil particulier. Nous souhaitons pérenniser cela pour qu'il y ait effectivement cet élément de contribution. Mais rien au-dessus, une sorte de... J'ose utiliser un impôt patriotique pour dire, voilà, ceux qui sont les plus aisés, soit les individus, soit les entreprises, de contribuer à cet effort de réarmement. Ça, c'est impensable. Nous serons très attentifs avec Amélie de Montchalin à ce que les niches excessives ou les optimisations qui sont légalement discutables soient scrutées de près afin que, effectivement, les personnes qui ont des patrimoines importants ou des revenus importants contribuent comme il est prévu. Mais le réflexe français, pardonnez-moi, mais de dire quand il y a un sujet, faisons payer les riches, le niveau d'impôt sur les revenus est un des niveaux élevés en Europe. Nous avons déjà beaucoup d'impôts qui frappent les entreprises. Nous souhaitons que la compétitivité des entreprises soit préservée. C'est ça l'outil qui va nous permettre de préparer notamment l'effort de défense. Un mot, Éric Lombard, sur la question de l'épargne, puisqu'on a entendu beaucoup de choses circuler, notamment sur les réseaux sociaux, l'idée que vous voudriez au gouvernement mobiliser l'épargne des Français. Parfois, certains laissent entendre que ce serait de force. Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent des Français, de leur bas de laine? Est-ce que vous allez mobiliser le livret A? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt l'assurance vie que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous allez faire de l'épargne des Français? Alors, merci de poser cette question. Franchement, il y a vraiment des choses qui circulent et qui sont pas raisonnables. Nous sommes un pays de liberté. L'épargne des Françaises et des Français, elle est sacrée. Ils en font exactement ce qu'ils en veulent. Ce que nous disons, c'est 2 choses. Ce dont on vient de parler, l'effort de défense va demander une mobilisation, mais des fonds publics. Parce que, évidemment, l'achat de matériel militaire, dans un cadre européen, c'est l'État qui va financer cela. Même si c'est pas encore très clair de voir la façon dont vous allez le financer.
On va y travailler, on a donné les montants, on a donné la méthode. Ce qui est clair, c'est la cible et la méthode, et quand on a une méthode, on a déjà... Quand on voit comment ça se passe sur les retraites, on n'est pas forcément très optimiste sur la possibilité d'y arriver. Je vous ai fait part de ma confiance sur les retraites. Après, il faut financer les entreprises de ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense. Et avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, nous souhaitons qu'une opportunité soit donnée à celles et ceux qui le souhaitent de financer cet effort de nos entreprises de défense. Mais ça sera d'une façon totalement volontaire, encore une fois. Et ça passe évidemment par les grands réseaux d'assurance, de banques, qui peuvent proposer des produits. Alors, vous avez parlé du livret A. Je veux dire un mot du livret A. Le livret A, qui représente des montants extrêmement importants, c'est des centaines de milliards d'euros des Français. Il finance le logement social. Nous pensons qu'il peut financer le nouveau programme nucléaire français. D'ailleurs, c'est aussi une utilisation qui peut être tout à fait féconde. Et puis, il finance, pour une partie des disponibilités qui sont gérées par mon ancienne maison, la Caisse des dépôts, le financement d'infrastructures. Le livret A peut tout à fait financer, on parlait naturellement avec la direction générale de la Caisse des dépôts, mais le livret A est piloté par le ministère des Finances et la Caisse des dépôts, les infrastructures de défense. Et donc, de ce côté-là, il peut y avoir une contribution, mais pas sur le matériel d'armement qui relève, là, de l'État. Voilà, ça c'est dit pour ce qui est de la mobilisation de l'épargne des Français. Un mot, Éric Lombard, connexe, mais il y a bien évidemment des liens, sur les droits de douane et sur les déclarations tonitruantes de Donald Trump sur ces tarifs, comme on dit en anglais. Après l'aluminium et l'acier, il veut taxer à 200% les vins et champagnes français et européens si les tarifs douaniers de 50% sur le bourbon américain ne sont pas retirés. Sur ce sujet, les professionnels du secteur, filière viticole, ils disent on vous avait prévenu. Si vous mettez le bourbon, il y aura cette réaction. Est-ce que c'était une erreur de mettre le bourbon américain, le whisky dans cette liste? Là encore, François Bayrou, pardon de le citer plusieurs fois, mais il a parlé longuement à la mi-journée. Il a parlé de maladresse. Est-ce que c'était une maladresse que la Commission européenne mette le bourbon américain dans cette liste? Soyons clairs, nous aurions souhaité, le Premier ministre, moi-même, que la Commission européenne qui pilote ces négociations ne mette pas les boissons dans cette liste. Cela dit, quelle est la question? Si on veut pouvoir négocier à armes égales avec les Américains qui nous imposent des tarifs en hausse, nous sommes dans l'obligation, pour négocier, de hausser les tarifs nous-mêmes. Sinon, ça veut dire qu'on accepte d'être tout cuit dans l'assiette des consommateurs américains. Oui, mais enfin, là, on a l'impression que la Commission européenne a joué au poker avec une paire de deux en main. C'est-à-dire que quand on voit le delta qu'il y a entre l'impact sur l'économie américaine et l'impact sur l'économie européenne, sur la filière viticole. Je vous demande pardon, nous avons les mêmes armes, nous avons même des armes. Nous sommes le premier marché du monde. Nous sommes le premier marché d'exportation des Américains. Les Américains sont en train de se tirer une balle dans le pied avec cette hausse des droits de douane. Vous avez vu que la bourse de New York baisse, que les perspectives de croissance aux États-Unis sont en berne. Donc, la première victime de tout cela, ce sera l'économie américaine. Nous voulons protéger notre marché, et en mettant des droits de douane sur le marché européen, évidemment que nous allons compliquer la vie des Américains. Et j'ai qualifié cette guerre d'idiote, et je maintiens. Mais une fois qu'on aura mis les munitions, les armes à même niveau, c'est un peu règlement de compte à hockey choral qui se joue en ce moment, nous pourrons discuter avec les Américains. Et quand j'ai vu mon homologue Scott Bessent à Washington en accompagnant le président de la République dans sa visite à Donald Trump, nous avons convenu que le mieux c'était de baisser les droits de douane. Donc notre objectif, c'est que le plus vite possible, on en revienne à la normale. Mais pour ça, on est obligé de passer par cette phase conflictuelle, mais que nous n'avons pas souhaité. Un tout dernier mot avec vous, Éric Lombard, question politique, sur les rapports entre l'Algérie et la France. Bruno Retailleau, dans les colonnes du Parisien, insiste sur la remise en cause des accords de 68. Si l'Algérie n'accepte pas ses ressortissants que la France souhaite expulser, et si telle n'est pas la direction prise par le gouvernement, il menace de démissionner. De là où vous êtes, ministre de l'économie et des finances, est-ce que remettre en cause les accords de 68, c'est quelque chose que vous défendez, ou au contraire, vous dites attention aux échanges économiques entre nos deux pays, aux entreprises françaises qui sont implantées en Algérie? J'ai lu attentivement l'interview de mon collègue Bruno Retailleau. J'ai vu l'expression d'une volonté très forte. Je n'aurais pas qualifié cela de menace de démission, mais je renvoie tout le monde à la lecture du texte. Il est imprimé chez votre confrère. Bruno Retailleau applique avec fermeté une décision qui a été prise par le Premier ministre et par lui-même. Et il l'exprime avec la fermeté qui a été convenue. Et
l'histoire entre nos deux pays est une histoire qui est douloureuse, que nous connaissons bien, mais il est important que les accords qui ont été signés s'appliquent. Et c'est ça le message, et c'est le message de l'ensemble du gouvernement. Merci Éric Lombard. Et je note, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, que sur cette question des 62 ans, vous dites la chose suivante. C'est aux partenaires sociaux de décider concernant le conclave, alors qu'à la mi-journée, François Bayrou disait non aux 62 ans. Reconnaissez que ce n'est pas exactement la même tonalité et le même contenu. Je suis certain, si vous me permettez de redire un mot là-dessus, que le Premier ministre a dû dire, et en tout cas pense et dit à plusieurs reprises, que c'est bien aux partenaires sociaux à la fin de décider. Peut-être a-t-il besoin d'un ministre de l'économie et des finances pour préciser. Le fait est que chacun a bien entendu ce qui a été dit par François Bayrou ce midi et qu'il y a, allez, 2 petites musiques et 2 tonalités différentes. Merci Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.